Parfait, super. On est presque à l'heure. Hein. Vous avez vu, on avait oublié le câble, le câble du micro d'Yazid. On est spécialiste son-image. Donc parfait. Si ça va, super. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes super nombreux. Ça fait vraiment plaisir. On est vraiment content de vous retrouver. On va commencer dans une petite minute. Le temps de voir si 2-3 autres personnes arrivent. On va commencer par vous expliquer un peu comment va se passer la soirée. Puisqu'on est en soirée, on est en prime time. On va commencer par discuter, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous ne m'avez pas entendu vu qu'on n'avait pas branché le micro. Vous n'avez pas dû m'entendre. On va donc discuter un peu du combat d'Yazid, de ce qui s'est passé en amont de son combat, de sa préparation, des conditions de son combat. Et ensuite parler de ce qui s'est passé pendant son combat, donc diffuser son combat, commenter son combat avec lui. Il pourra nous donner un avis sur ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est satisfait de sa performance? Est-ce qu'il était déjà satisfait de sa performance après sa performance? Et maintenant, est-ce qu'il est satisfait en revoyant sa performance? Est-ce qu'il a quelques conseils à vous donner en re-regardant cette performance-là? Est-ce que vous avez des choses à apprendre de cette performance? Et ensuite, on pourra discuter un peu de la suite de sa carrière, puisque elle est encore en cours et qu'il y a quelques beaux combats, on espère qu'ils vont arriver. Merci à tous, en tout cas, encore une fois, de votre présence. Moez, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à nous rappeler tous vos noms, parce que vous avez tous des pseudos un peu bizarres. Donc on ne connaît pas tout le monde. Moez, Johnny, Jenny... tout va bien et puis les autres, n'hésitez pas à nous dire a baby in the fridge. J'ai un accent anglais très 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 mauvais, mais on est très content de t'avoir avec nous. Donc hop, on va commencer tranquillement et commencer par parler de là où on avait laissé Yazid en fait. Yazid, on l'avait laissé il y a quelques années, une carrière en boxe française, une belle carrière ensuite en boxe anglaise. Il devient triple champion de France et on l'a laissé sur un titre de champion d'Europe, qui est juste là derrière moi. Vous devez voir la ceinture juste là, qu'il avait pris contre, mon doigt est un peu mal placé là, je ne sais pas si vous le voyez, contre Massimiliano Baïsaï. Le 12 octobre dernier, c'était un combat qui était un petit peu, peut-être le plus compliqué de ta carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le combat le plus dur de ma carrière. Le combat le plus dur de ta carrière, mais également la plus belle récompense de ta carrière, on peut le dire aussi. Effectivement. Et donc on t'en avait laissé là. Dis-nous déjà, pour ce combat-là, qu'est-ce que tu en avais tiré? Quel apprentissage tu en avais tiré? Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et merci à toi, Florent, d'avoir eu l'idée. Donc, par rapport au dernier combat que j'ai fait concernant le titre de champion d'Europe, c'était le combat le plus difficile parce que c'était la première fois que je posais un genou au sol et que je me faisais compter par l'arbitre. Et en fait, ça a été le combat le plus dur parce que c'est celui que j'ai le moins bien abordé. C'est-à-dire que souvent, on aborde le combat de la bonne manière. Et là, cette fois-ci, je l'ai mal abordé pour plusieurs raisons qui s'expliquent. De par, déjà, en fait, le manque déjà la gestion du stress qui a été différente parce que j'avais pas l'habitude de faire une aussi grosse, je savais que c'était un gros combat, donc c'était la ceinture la plus importante de ma carrière. J'étais en prime time, j'avais mes élèves qui étaient présents pour m'encourager et je voulais représenter toute ma team de mes élèves et tous ceux qui me suivent, et du coup je voulais bien faire, et de par cette envie-là, je me suis exposé. Je me suis exposé un peu trop lors de mes premiers échanges avec mon adversaire. Et c'est ce qui a fait qu'au troisième round, je me suis pris un contre et que j'ai posé un genou au sol. Donc voilà, c'était aussi également, on en reparlera un peu plus tard, mais c'était la première fois que parce que j'avais changé de staff. Avant, j'avais Marcel Denis qui était mon coach, et j'avais changé en fait de coach, et du coup qui s'appelle Giovanni, et du coup ça s'est fait en fait au mois de septembre. Le combat a eu lieu le 12 octobre, et du coup on a mis très peu de temps à apprendre à se connaître finalement, et ça aussi dans la préparation dans les vestiaires, dans
le rapport à la préparation, c'est des ajustements qui se font au fur et à mesure. Mais globalement, ça a été le combat le plus difficile. Mais c'était le combat où j'ai le plus appris. J'ai le plus appris parce que j'ai commis des erreurs et j'en ai pris compte en fait tout de suite après. Et aujourd'hui, je sais ce que je dois pas faire et je sais mieux ce que je dois faire. En tout cas, ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est que tu nous parles de Marcel Denis, de Giovanni. C'est deux personnes qui ont une vision peut-être assez commune de la boxe sur beaucoup de points, mais qui ont aussi des points peut-être de divergence, ou en tout cas qui ne portent pas la même importance à certains points. Comment est-ce que tu as senti cette transition-là sur le point de ta boxe en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté de passer avec Giovanni? Quel changement ça a apporté à ta boxe? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, ça m'a enrichi. Ouais. Ça m'a enrichi énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, l'entraîneur en lui-même, c'est quelqu'un de très compétent parce que déjà, il a de grands champions comme Yvan Mendy, Guillaume Frénois et plein d'autres boxeurs qui sont du niveau mondial et donc qui montrent que voilà, c'est le travail qu'ils ont fourni ensemble est vraiment très très bon. Et du coup, il y avait plusieurs aspects pour moi que j'allais chercher en fait en travaillant avec ce nouveau staff. Le premier, c'était sur la préparation physique. Ça, c'était un aspect de mon entraînement que j'avais jamais eu l'occasion de faire. J'entends par là la préparation physique, tout ce qui est en rapport avec la musculation. En fait, j'avais jamais fait de musculation. Je faisais beaucoup de poids de corps, mais jamais de musculation. Et là, pour la première fois, je sais pas, pratiquement 15 ans de carrière, j'ai porté une barre et j'ai commencé à faire du développé couché, chose que j'avais jamais fait et ce qui va me permettre de gagner en puissance et en explosivité. Donc ça, c'est ce que j'allais chercher sur la préparation physique. Et ensuite, il y a sur certains détails stratégiques, Giovanni a vraiment une conception par rapport à la préparation mentale, notamment sur comment aborder le combat. Et après, des choses très simples sur simplement comment mettre un direct du gauche. Par exemple, pour lui, un crochet, ça ne se donne pas avec la paume de main vers le bas. Ça se donne avec la paume de main face à soi. Et du coup, c'est des détails que j'ai pris en compte et qui, moi, m'a enrichi parce que j'ai appris plein de choses. Et après, vraiment, ce qui a fait la différence durant cette préparation, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir boxer avec des athlètes de haut niveau, de très haut niveau, comme Yvan Mendy et Guillaume Frénois. Parce que voilà, on progresse grâce à ces partenaires d'entraînement et c'est grâce à eux que ça m'a permis d'être vraiment dans une force, dans un état de forme optimal. Ouais. Bon, on va faire une petite parenthèse dans toutes ces questions un petit peu sérieuses pour répondre à celle de A Baby in a Fridge. Combien tu lèves au développé couché? Est-ce que c'est un tabou? Franchement, je suis super nul. En développé couché, je dois pousser à peu près, je pense 75. C'est ça. Mon max, 75. Donc voilà, en fait, en d'autres termes, en faisant mes max, je me suis rendu compte que j'avais un déséquilibre au niveau de mes pecs et de mes épaules et de mes biceps et mes triceps. Autrement dit, mes biceps et mes triceps et mes épaules étaient beaucoup plus puissants que mes biceps, forcément, que mes pectoraux, forcément. J'avais jamais fait de développé couché, donc voilà pourquoi je suis si mauvais en développé couché. Mais tout se travaille et on apprend tous les jours. Et depuis le temps, maintenant, je m'entraîne également à la salle. On a installé tout un matériel pour pouvoir faire du développé couché. Exactement. Et on pourra peut-être refaire un live dans 2-3 semaines et avec des max au développé couché qui seront supérieurs. Et en tout cas, on te le souhaite. Pirate Clément, enchanté. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Donc, on parlait de ta carrière, Yazid, et on s'était arrêté sur ce combat-là contre Balissaï, sur lequel tu prends la ceinture européenne. Un combat où tu nous disais que c'était effectivement un combat très compliqué pour toi. Développé couché, Jenny, c'est la musculation où tu viens pousser la barre ici. Là. C'était un combat que tu trouvais compliqué. Et comment
tu travailles avec quelqu'un qui s'appelle Mehdi Lafifi, qui est ton manager, et vous avez réfléchi à un plan de carrière après ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce plan de carrière-là? Quelle était l'idée après avoir pris la ceinture européenne des super légers? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc après ce combat-là, je savais que j'avais pas d'autres combats avant la fin de l'année. Donc du coup, j'ai fait une phase de récupération, donc qui a pris à peu près une semaine, 10 jours. Après, je suis reparti à l'entraînement pour rester en forme. Et j'arrive à un stade dans ma carrière où à la fois il peut y avoir des opportunités. Donc il faut se tenir prêt à tout moment. J'entends par là, par exemple, là maintenant ça fait 2-3 fois où on a eu des propositions concrètes pour aller faire un championnat du monde à Las Vegas ou au Madison Square Garden. La dernière fois qu'on nous a fait une proposition pour faire une demi-finale mondiale, c'était le 17 octobre, donc à mon dernier combat. Une semaine avant, Mehdi me dit voilà, j'ai reçu une proposition pour que tu ailles boxer dans la soirée de Lomachenko. Et bien évidemment, on a refusé parce que les conditions n'étaient pas réunies. On avait un engagement auprès de Brahim Asloum. Et c'est surtout le fait que j'avais pas eu la préparation spécifique pour un championnat du monde. Donc on a des occasions comme ça qui arrivent. On essaie de se tenir prêt pour pouvoir les saisir. Mais des fois, ça tombe vraiment mal. Donc on ne les prend pas. Et ensuite, et puis il faut le dire aussi, c'est que c'est des occasions qui tombent mal parce que les personnes qui te les présentent veulent que ça tombe mal pour toi aussi. Voilà, en fait, en règle générale, lorsqu'on nous appelle pour boxer à l'étranger, on nous appelle à chaque fois à la dernière minute pour pas avoir le temps de se préparer correctement et arriver le jour J dans de mauvaises conditions parce que celui qui organise, c'est souvent le promoteur ou le manager du champion en question ou de l'athlète qu'on doit boxer. Donc on n'est jamais dans des conditions optimales lorsqu'on boxe à l'étranger, mais ça fait partie du game et on connaît le game. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi ça, ce qui est important, ce dont tu parlais, c'était de rester prêt. Parce qu'il y a sans doute des moments où tu auras des possibilités, des personnes qui vont se présenter à toi pour que tu fasses des combats en se disant on le prévient 2 semaines avant, il ne va pas être prêt, sauf que toi tu seras affûté et tu auras déjà fait une très bonne préparation, il y aura juste quelques ajustements à faire et ce piège-là deviendra moins piégeux parce que tu seras bien préparé et il y aura peut-être l'opportunité d'aller arracher une victoire. Exactement, je vais prendre l'exemple par exemple de Carlos Takam qui a été appelé quelques semaines avant le combat et ils lui ont proposé de boxer Joshua. Et lui, comme il était prêt, et il est parti et il a fait une super belle prestation contre Joshua. Et donc c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt. Même si on a en vue d'autres ceintures, parce qu'avant même de faire un championnat du monde, moi j'ai encore une grosse marge de progression. Et l'idée, c'est de gagner encore plus en expérience. On l'a vu à mon dernier combat sur le championnat d'Europe, que je manquais un peu d'expérience sur certains aspects. Et donc, du coup, l'idée, ce serait de faire d'autres ceintures. Ça peut être une WBA, ça peut être des ceintures peut-être mineures, mais qui me permettront déjà de gagner un peu plus en expérience et d'asseoir un peu tout ce que j'ai acquis. Et c'est aussi une expérience qui s'acquiert en rencontrant des boxeurs d'autres pays. Exactement. Et peut-être des Américains, des Sud-Américains, etc. Et de rencontrer un peu peut-être que pour l'instant, les meilleurs boxeurs que tu as rencontrés sont des Européens et beaucoup des Français. Et on sait qu'il y a une boxe peut-être française qui est non pas stéréotypée, mais qui se ressemble beaucoup, parce que ça sort des mêmes écoles, les personnes sont formées tout ensemble. Il y a aussi cette expérience-là de rencontrer un mec qui a été formé au Mexique, un mec qui a été formé ici, un très bon boxeur, et c'est peut-être aussi ça qui te fera gagner beaucoup en expérience. Exactement. Ces combats-là dont tu nous parles, tu avais quelques opportunités au cours de l'année 2020. Exactement. Je devais boxer normalement au mois de mars, mais malheureusement... ça a été annulé. Ensuite, qu'est-ce que tu devais faire en mars? Tu avais quand même un plan déjà bien mis en place. Je devais défendre ma ceinture. Ok. Je devais défendre ma ceinture et malheureusement ça n'a pas pu le faire. Ensuite, au mois de juin, en fait, on avait une stratégie avec mon manager, Mehdi Lafifi. C'était que il a eu l'occasion d'emmener pas mal de boxeurs français à faire des championnats du monde. À faire des championnats du monde, et quand il est parti voir le niveau mondial dans ma catégorie, il a vu que les athlètes étaient vraiment beaucoup plus grands et beaucoup plus costauds que moi.
Ouais, on peut en parler. Les athlètes en question, c'était sur lorsque Mehdi s'est déplacé à Houston, il me semble, sur le championnat du monde de Guillaume Frénois contre Tevin Farmer. Et l'autre combat qu'il y avait, pour les personnes qui connaissent un peu ces noms-là, c'était Ramirez contre Hooker, contre Maurice Hooker, qui était un championnat super léger. Les deux avaient des titres chez les super légers. Et c'est vrai que c'est des gros bébés. Après la pesée, ils montent jusqu'à presque 70 kilos. Exactement, voilà. Et donc, du coup, ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec mon manager et on s'était dit qu'il faudrait à un moment donné faire un test et boxer en léger. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en super léger, c'est 63 kg 500, d'accord, le jour de la pesée. Et en catégorie léger, il faut être à 61 kg 200. Et donc, du coup, on s'était dit, donc je devais boxer au mois de mars, ça s'est pas fait. Après, on s'est dit, peut-être qu'on va avoir une opportunité en léger au mois de juin. Et on devait faire un championnat d'Europe en léger au mois de juin. Et ça aussi, ça a été annulé. Et ensuite, on a eu une autre proposition. On devait boxer dans une soirée organisée par Brahim Assoum fin août au Cap d'Agde. Et malheureusement, ça a été annulé parce qu'il y a eu beaucoup de cas concernant le Covid. Et donc, du coup, ça a été annulé. Donc, une succession de combats annulés. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se prépare pour un combat, on se met dans des conditions qui sont vraiment assez importantes en termes d'intensité et de volonté psychologique. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir faire le combat, c'est vraiment très décevant. Et des fois, on perd un peu de motivation. Et ça n'a pas été évident. Tu as justement Jenny qui te pose une question concernant ça. Comment tu fais pour tenir mentalement en attendant ? Eh ben, tu donnes des cours à tes élèves. Tu fais des cours Zoom. Tu fais des cours sur Zoom. Tu kiffes. Tu fais ce que t'aimes faire, c'est-à-dire donner des cours, passer du temps dans ta salle avec tes coachs, passer du temps avec tes élèves. Même si on ne pouvait pas se voir physiquement, mais il y avait au moins cette intention-là. Et surtout, le fait qu'on puisse garder le contact via les cours Instagram et les cours sur Zoom. Donc voilà, ça me faisait... ça me faisait tenir. Et après, c'est dans ces moments-là où on voit si vraiment... en fait, je sais que beaucoup de boxeurs peuvent baisser les bras. De toute façon, quel que soit le domaine, c'est un moment qui est difficile. Donc, on peut perdre de la motivation. Et c'est naturel de perdre de la motivation dans ces conditions. Mais c'est là où on voit qu'on est fort ou pas, en fait. C'est là où on arrive à trouver, en fait, des solutions pour garder cette motivation. Et donc, du coup, tu te fixes des objectifs. Tu dis, voilà, je vais essayer d'arriver à ce niveau-là, je vais tenter de me challenger sur tel et tel aspect physique, je vais essayer de créer telle cohésion d'équipe avec mon équipe de coach pour pouvoir maintenir cette envie-là, de s'entraîner, de venir à la salle, etc. Donc voilà, donc c'était pas du tout évident, mais en tout cas, on a tenu. Ouais, on a tenu et on continue à tenir. On continue à tenir parce qu'on est toujours, et comme tout le monde, et on adresse beaucoup de force à toutes les personnes qui sont impactées par cette crise sanitaire. On est encore en plein dedans et on a encore la tête dedans. Donc, gardons la motive. Bonjour Younes qui vient de nous rejoindre. Bonjour Vanessa. Vanessa, je te propose qu'on aborde ça une fois qu'on diffusera le combat. On va commencer à diffuser le combat dans 5 minutes. On va profiter de ces 5 minutes-là pour juste parler un petit peu de cette préparation-là du combat. Donc, tu nous avais dit qu'il y avait une opportunité en août. Finalement, cette opportunité-là est tombée à l'eau. Une nouvelle opportunité se présente en octobre. Comment ça s'est passé ? Comment tu as adapté cette préparation-là à la nouvelle qui arrive ? Tu vas boxer en octobre. Alors en fait, début septembre, j'avais quelques informations, mais qui n'étaient pas du tout concrètes, de par mon manager Mehdi Lafifi, qui m'avait dit potentiellement, tu pourrais boxer le 17 octobre. Alors c'est vrai que le potentiellement, ça commençait à me rendre fou parce que ça m'énervait, il n'y avait rien de sûr. Enfin, tout le monde était un peu dans cette incertitude de pouvoir faire ou pas des événements. C'était dur pour tout le monde. Donc du coup, il m'avait dit que ça allait être en léger. Et donc du coup, moi, dès la mi-septembre, en fait, j'ai commencé à me préparer. Donc j'ai continué à faire ma préparation, malheureusement. Alors, ma préparation, elle a été biaisée par le fait que mon coach, Giovanni, malheureusement, il avait on peut en parler, il avait un cancer.
Donc du coup, c'était compliqué d'aller à l'entraînement là-bas, je ne pouvais pas le voir. En plus, il y avait tous ces soucis de Covid. Donc du coup, j'ai continué ma préparation au All Boxing. Donc on a réuni toute la team des coachs et en fait, ils se sont mis, entre guillemets, à mon service pour pouvoir atteindre cette performance. Et donc du coup, ils m'ont aidé. On s'est fait casser la gueule Non. pour qu'il atteigne cette performance. Non, non. C'est ça qu'il faut lire entre les lignes. Non, ils se sont. Non, que ce soit sur la partie préparation physique, surtout sur la partie préparation mentale ou tactique, on a vraiment. Tout le monde, tous les coachs m'ont aidé à vraiment être dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Donc, et franchement, j'ai pris plaisir. En fait, comment ça s'est passé? Quand j'ai eu la confirmation du combat et que j'ai compris que mon coach n'était pas opérationnel, je dis là, je suis vraiment seul, en fait. Ouais. Tu vois, je suis vraiment seul. Et après, je me suis dit non, je suis pas seul, il y a les coachs à la salle. Et c'est là où j'ai contacté tous les coachs et tout le monde a répondu présent. Et là, on a démarré la prépa ensemble. Donc, on a gardé un peu le même rythme qu'avant. Donc, j'ai suivi en fait mon planning d'entraînement. Mon coach m'avait envoyé mon planning d'entraînement, donc j'ai respecté ça. Et la particularité, donc ça a été le poids. Karim nous en parle justement. Est-ce que pour être au poids, ça n'a pas été trop dur? Alors, franchement, non. Non, parce que j'ai été assez régulier en fait au final sur mon poids et sur ma gestion en fait de mon alimentation. Donc, j'ai atteint les 64 kilos, on va dire 2 semaines avant le combat. Et après, en fait, progressivement, j'ai descendu jusqu'au jour du combat. Donc franchement, ça a été. Je pensais que j'allais souffrir davantage, mais comme j'ai été très régulier durant la fin août, parce que je devais boxer au mois d'août, plus les entraînements intenses qu'on a pu faire au mois de septembre, m'ont permis d'être vraiment bien au poids. Donc j'ai pas encore touché les 61 kg 200. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la pesée, je me suis pesé à 61 kg 900. Donc lorsque c'est pas un combat lorsque c'est pas une ceinture qui est en jeu, il n'y a pas d'obligation d'être au poids officiel. En fait, l'idée c'est que on s'accorde avec le camp opposé pour dire voilà, est-ce qu'on se dit 62, voilà. Et nous on s'était accordé entre 62 et entre 61,2 et 62. Et moi, j'étais à 61,900. Parfait. Ce que je te propose, c'est qu'on commence directement à diffuser le combat et qu'on pourra continuer cette discussion-là avec tous les élèves, justement, notamment Jenny qui nous demande ce que tu changes dans ton alimentation, Robin qui nous demande pas de cut weight, c'est ton poids naturel, etc. etc. On va pouvoir discuter de tout ça pendant le combat, donc hop, on est lancé et on va partir directement. Hop, alors. On parle pas des vestiaires Je te propose qu'on en parle en même temps. Ok. Hop. Et qu'on voit ici directement. Hop, t'as monté sur le ring. Hop. Ici, dites-nous. Mesdames, Messieurs, tout va bien, le combat suivant. Nordine Bellage va venir me rejoindre sur le ring pour diriger ce combat. Un combat de la catégorie des poids super légers prévu en 8 reprises de 3 minutes. Monsieur Bellage sera assisté dans sa tâche par Smaïl Alitouche, Tony Martin et Amar Sakraoui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur ce combat-là, le premier boxeur à se présenter à vous a été affecté au coin rouge. Il nous vient de Chechipaga au Nicaragua. Il est licencié à Barcelone. On accueille Daniel Mendoza. C'était prévu. Mon coach n'était pas là. Et donc du coup, les coachs de la salle, dont Florent et Imad, étaient dans les vestiaires pour m'échauffer et pour patienter avant de monter sur le ring. Et donc du coup, si c'était quand j'avais un peu moins d'expérience, ça aurait été plus difficile à gérer, puisque rentrer dans les vestiaires à quelques heures d'un combat et pas avoir ses repères avec son coach avec qui on a l'habitude de faire ça, c'est un peu compliqué. Mais là, avec l'expérience, j'ai su gérer
sûrement Daniel spécial parce que le coach Mendoza. n'était pas là, mais heureusement que les coachs de la salle étaient là et ça m'a fait beaucoup de bien. Super. Affecté au coin bleu, son adversaire nous vient de Pont-Sainte-Maxence du BCOP. On accueille Yazid pendant qu'on voit ton adversaire qui monte sur le ring, avant d'avoir ta propre montée sur le ring. Ça fait un petit moment qu'on parle ensemble de la musique que tu dois choisir pour monter sur le ring. Je cherche un petit truc, j'essaye de t'orienter vers de la funk. T'es pas encore complètement d'accord là-dessus. Comment tu fais ce choix-là? Ok, Aurélie, on va hop. Ok, il n'y a pas de souci. On va hop baisser tout ça. Peut-être le mettre à ce niveau-là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Jamais la funk, nous dit Karim. Comment tu choisis cette musique? Est-ce que c'est déjà important déjà? C'est super important, c'est ce qui me conditionne avant le combat. C'est simple, je mets ma playlist, ouais. je fais dérouler les musiques et la musique qui m'ambiance le plus, c'est celle que je choisis. Okay. Là en l'occurrence c'était une musique de Ja Rule et voilà. Ok. Donc pas de funk encore au programme. Pas de funk au programme, mais peut-être bientôt. Pourquoi pas, on espère. En tout cas, te voilà sur le ring avec justement Giovanni en train d'avoir un petit speech. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les derniers mots qu'il est en train de te raconter à ce moment-là? Alors là, contrairement mon dernier combat que j'avais fait pour la ceinture de l'Union Européenne, il m'avait dit dès le début, vas-y, impose ta boxe, vas-y à fond dès le début. Et en fait, je pense que c'est une des choses qui m'a causé du tort en fait à mon dernier combat. Et là en fait ce qu'il m'a dit c'est simplement il m'a dit écoute Yazid, t'es un prof, t'as des élèves, alors boxe comme un prof. Et vraiment il m'a mis en confiance sur le fait en fait de prendre mon temps, il m'a même dit t'es champion du monde de boxe française, t'as un beau jeu de jambes, utilise ton jeu de jambes. N'oublie pas que t'es un ancien champion de boxe française. Et donc du coup en fait il m'a réconforté avec mon passé. Et en boxe française, il m'a dit des choses positives par rapport à ce que j'aime, c'est-à-dire le rapport avec mes élèves et sur le fait de faire des choses simples, mais de les faire bien comme il faut, etc. Et du coup, ça m'a donné en fait tout de suite beaucoup de légèreté par rapport au combat et moins de pression, en fait. Il y a une vidéo de quelqu'un que tu connais un peu qui s'appelle Amri Madani, qui s'entraîne avec toi il y a quelques années à Bobigny en boxe française, qui dit que c'est quelqu'un qui est extrêmement titré en boxe française et qui raconte que en fait avant tous ses combats, il a toujours une bouffée d'adrénaline. Il a toujours un petit truc qui lui attrape le cœur et qui l'oppresse un tout petit peu, mais que c'est une sensation qu'il apprend à apprivoiser. Est-ce que toi aussi, c'est une sensation que tu as encore quand tu arrives dans le couloir, quand tu as les lumières plein la tête? Est-ce que tu ressens aussi cette montée-là d'adrénaline de ça y est, c'est le moment? Ou est-ce que tu as tellement boxé que vas-y, c'est parti? Alors, franchement... Pendant que tu nous racontes tout ça, on va se mettre une petite pause sur le combat, là, parce que là, c'est important ce que tu nous racontes. Honnêtement, j'ai un tout petit peu de pression. Ouais. J'ai un peu de pression, mais on va dire que j'évacue... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais un gros travail de préparation mentale avant le combat. Un travail de visualisation, un travail sur ma respiration, etc. Donc, il y a un peu de stress, mais je sais ce que je dois faire. Okay. Donc je suis pas étouffé par une pression qui m'oppresse. Bien sûr, mais c'est quelque chose qui existe toujours, quel que soit le niveau. Qui existe, mais après je le gère plutôt bien. Et au contraire, je me sers de ces derniers instants pour monter sur le ring, c'est-à-dire le fait de mettre sa musique. Et là, on voit sur mon dernier combat, je rigole. J'ai le sourire dans le sens, je suis heureux d'être là, je suis content au bout d'1 an. Ça faisait 1 an que j'ai pas boxé. Donc oui, j'ai du stress, mais je connais ce stress. En fait. Maintenant, je me suis familiarisé avec, et au contraire, c'est ce qui m'aide à être performant. Ça reste une sensation forte, mais j'imagine c'est comme quand tu as fait 4 millions de sauts en parachute. Quand tu sautes, tu as toujours un petit truc, mais tu le connais. Ouais, exactement. Tu connais, tu as tes repères, tu sais comment ça se passe. La bagarre. Tu sais que c'est parti pour la bagarre. Donc en cas de bagarre dure, on est là. Ok, super. Salim, content que tu nous rejoignes. On va relancer ce combat-là. Et on va partir sur du coup le premier round qui était un round important. On en avait parlé ça fait pas mal de temps qu'on en parle et que tu me dis que tu es très intéressé par la manière dont Floyd Mayweather gère
ses rounds, et notamment son premier round. Est-ce que c'est quelque chose où là, sur ce combat-là, tu as voulu adapter ça et te dire, ok, il faut que je sois en gestion là-dessus, il ne faut pas que je me jette trop, il faut que vraiment je gère mon effort, que je lui fasse comprendre qu'il ne va pas réussir à me toucher. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête à ce moment-là? Exactement. En fait, déjà, par rapport à sa morphologie, j'étais... Alors qu'on te voit là, qui est justement en train d'attaquer avec le direct avant et de mitrailler avec ce direct avant-là, sans trop faire justement autre chose que ce direct avant-là. Exactement, c'était la consigne de travailler uniquement avec le bras avant, pratiquement. Et d'être vigilant parce que là on le voyait en fait qu'il était plus petit que moi et qu'il allait jeter en fait pour pouvoir casser la distance et pouvoir me toucher. Donc du coup moi j'avais un peu la tête d'ailleurs, hein, c'est ce que l'arbitre lui vient de lui dire. Exactement. Et on voit qu'il y a quelques moments où tu laisses partir autre chose qu'un direct avant, mais tu te ravises. Tu te ravises et tu dis non, direct avant. Voilà, là tu vois, tu commences à faire un petit peu autre chose que du direct avant, et là hop, on repart dans le déplacement, direct avant. Hop, un petit direct arrière pour la route, histoire de varier, et on repart sur du direct avant. Beaucoup de travail de feinte. C'est quelque chose auquel tu pensais à ce moment-là, ou c'est quelque chose qui sort naturellement? Franchement, c'est maintenant naturel, mais on doit y penser quand même. On doit y penser. Ok. Et on voit que lui reste agressif dans son idée de venir au corps à corps, de venir te marteler avec ses crochets. Il faisait mal? Il était puissant quand même. Il était puissant. Ce qui m'a juste un peu perturbé dans les débuts, c'était juste rendre compte de sa vitesse d'exécution et surtout de ces bonds là qui fait à plusieurs reprises où il se jette pour pouvoir me toucher. Et donc normalement c'est un round d'observation, donc on prend la mesure. Là voilà, je déplie mon bras avant et là ça commence à aller mieux. Mon bras avant commence à atteindre sa cible et ça commence à être je commence à être un peu plus rassuré à ce moment-là quand j'arrive à le toucher avec ce direct du bras avant. Et on a Salim qui nous parle de son short qui est un peu trop relevé. Alors ça c'est un vieux truc entre guillemets des boxeurs de beaucoup remonter le short pour que en fait on n'a pas le droit de toucher au niveau de la ceinture. Donc en fait la technique c'est de remonter sa ceinture au maximum pour qu'on puisse pas toucher à ce niveau-là. C'est quelque chose que toi tu fais ou non, pas du tout. Toi tu as des abdos en béton donc non, même pas, même pas, mais Toi, tu fais pas attention à ce genre de petits trucs-là. On monte pour la bagarre et c'est parti. Et on voit que voilà, sur ce premier round-là, bien appliqué, sur le direct avant, arrêter l'adversaire, travail de feinte. Quelques moments où il arrive à vraiment te sauter dessus et à venir essayer de te toucher. Tu rentres pas dans la bagarre. C'est une consigne, c'est toi qui t'auto-discipline là-dessus. Comment ça se passe dans ta tête quand il te saute dessus et qu'il commence à rentrer dans les échanges de crochets? Alors c'était une consigne en fait. Okay. C'était vraiment d'être patient et de ne pas faire comme je l'ai fait à mon dernier combat, c'est-à-dire vraiment prendre le temps d'installer sa boxe et vraiment attendre le bon moment pour pouvoir accélérer et surtout installer à la fois le jeu de jambes, d'accord, et aussi ce travail de jab qui allait forcément, comme je le maintenais à distance, ça lui posait des problèmes et après utiliser le bras arrière quand ça sera le plus opportun. Ok, et on a Vanessa qui nous pose une excellente question. Qu'est-ce que tu connais de lui en fait? Avant de monter sur le ring, qu'est-ce que tu connais de lui Alors je l'ai vu moi à la pesée en fait uniquement. Je l'ai vu à la pesée, j'ai vu qu'il était plus petit que moi. Alors que là on voit sur ce deuxième round, il te saute directement dessus littéralement. Vanessa, je répondrai après à cette question parce que là il s'est passé quelque chose c'est là en fait où il s'est passé quelque chose d'assez que j'avais jamais vécu avant un combat. Enfin, durant un combat, pardon. Je sais pas si tu peux revenir un peu avant. Ouais, bien sûr. On va essayer de faire ça juste ici. Et hop, donc on revient à l'entrée du deuxième round. Donc là, je suis assez content en fait du premier round. Mon coach me dit voilà, ça se passe bien, continue comme ça. Et donc j'entame le deuxième round. Donc là, je vais vous commenter un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, voilà, je prends ma distance avec le direct du bras avant. Et là, il se jette. Hop. Et à ce moment-là, en fait... Alors, hop. Alors, non, c'est pas encore ici. Pardon, on va laisser continuer. On va continuer. Hop. Donc là, il me fait une prise de catch. Je dis rien du tout pour le moment, je reste sage.
Pour le moment, faut le dire, pour le moment. Tu vois, spoiler, mais pour le moment. Bien dit, voilà. Donc je travaille avec le bras avant, voilà, j'enchaîne le bras arrière, je maintiens la distance avec le bras avant. Bien grand, bien aligné, alors que lui est vraiment recroquevillé sur sa position et tu viens bien marteler voilà, c'est ici, son là, visage. Juste ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il m'a donné un direct du droit. Ouais. Et là, vous pouvez le voir, si tu peux revenir, Florent, il m'a donné un direct du droit, et en fait, le direct du droit, il m'a touché l'œil à bout de course. Okay. Il m'a touché l'œil à bout de course, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après ce moment-là, j'ai eu une forte tension au niveau de l'œil. Et alors qu'on le revoit là, il y a un moment où il va se jeter sur toi. Voilà, on est là. Hop, et là, 1, 2 et là, 3. Et là, vous voyez, je vais me toucher l'œil tout de suite. Là, je me touche l'œil, je vais me retoucher l'œil. Et là, ce qui va se passer, c'est que là, je vois triple. Là, je vois l'arbitre en 3, je vois le boxeur en 3. Et là, ce que je vais faire tout de suite après, bam, je fais une feinte de frappe. Je fais une feinte d'attaque. Ouais. Et t'envoies un direct dans le vent. Voilà, et là, ce qui se passe, mets pause, s'il te plaît, Florent, 2 secondes. Ouais, bien sûr. Et là, ce qui se passe, voilà, à partir de ce moment-là, sachez qu'à partir de ce moment-là, je vois en fait 3 personnes en face de moi. C'est-à-dire que j'ai mon œil qui me fait hyper mal, j'ai une tension dans l'œil et je vois 3 boxeurs en face de moi et je me pose plein de questions. Je me dis, il m'a fissuré la rétine, il m'a aveuglé, j'ai perdu l'œil. Enfin, je me pose plein de questions et j'ai une forte douleur à l'œil et j'ai surtout en fait ma vision qui est pas normale. Je vois 3 boxeurs. Donc vous allez voir, je vais juste le remettre encore une fois. Yes, bouge pas. Hop, on va juste repasser ça. Hop, ça devait être juste un tout petit peu avant. Hop. Voilà. Là, un tout petit peu avant que tu termines dans les cordes. Exactement. Là, au moment où il se jette sur toi, là, on va avoir là. Là, il m'a et touché. là, Regardez, là, je me touche l'œil tout de suite. Là. Hop, je me touche l'œil. Je me retouche l'œil. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, attends, bon, là, ça va pas. Ok, là, ça va pas, Yazid. Maintenant, tu dois bluffer. Bluff. Montre que tu es actif. Et là, je fais une petite feinte. Mais en fait, ça va pas du tout. Et là, j'essaie de voir, en fait, si j'arrive à atteindre ma cible. Je comprends pas ce qui se passe, donc je me pose des questions, je fais des feintes, je m'écarte de lui. Ce que tu nous avais dit, c'est que là, tu vois 3 mecs, et en fait, sur les 3 mecs, à chaque fois, tu essaies de toucher un des 3 mecs au hasard. En fait. Ouais, mais je vous jure que c'est vrai. Je sais pas s'il y a des adeptes de Naruto, etc., mais c'était vraiment ça. Donc là, j'ai vraiment une prise de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en boxe, il faut jamais extérioriser en fait quand ça va pas. Il faut jamais que ton adversaire il arrive à percevoir que ça va pas. Donc moi je bluffe. Ouais. Donc je suis très actif sur mes déplacements, je fais genre que tout va pas, que tout va bien, mais en fait non, ça va pas du tout. Et vraiment je me pose des questions, je me dis est-ce que j'arrête le combat, est-ce que je me pose quand même des questions parce que à ce moment-là j'avais un peu peur quand même. J'avais jamais pris un coup dans l'œil comme ça. Et donc là je me déplace et j'essaie en fait simplement de gagner du temps. En me disant que ça va peut-être s'atténuer. C'est en tout début de round. Hein. C'est en tout début de deuxième round. Il reste encore pas mal de temps. Donc tu arrives à quand même le toucher, à avoir quelques échanges. Il me semble que dans ces moments-là, ton coin te dit quand même de pas trop te jeter. Ton coin ne sait pas. Non, mon coin ne sait pas. Que tu as un problème à l'œil. Tu n'es pas en train de lui crier Giovanni, je vois rien. Je vois 3 mecs en face de moi. Mais ton coin te conseille quand même de rester prudent. On voit quand même que ce qui se passe, c'est que tu essayes de te... Là où tout à l'heure, tu restais vraiment à distance, là, tu essaies de te rapprocher justement pour peut-être voir un petit peu mieux, sentir un petit peu mieux ce qui se passe. Et que quand tu touches, tu es un peu plus proche de lui. Tu as un peu moins cette précision de pouvoir dire « Ok, je touche en bout de course, j'ai le bras complètement tendu ». En fait, la stratégie qu'on a mis en place sur le premier round... En fait, le fait d'avoir été touché comme ça au deuxième round à l'œil, ça m'a déstabilisé énormément. Ouais. Je savais plus. En fait, j'étais vraiment. J'avais perdu mes repères en fait. Ok. En situation de entre guillemets panique et voilà, de crise. Situation de crise, exactement. C'est le terme. C'est situation de crise. Alors que là, on voit que tu viens de pousser un petit peu ton adversaire. Ça, c'est pas vraiment une boxe de prof. Hein. Non. on va en parler directement après, Vanessa, parce que justement il va pouvoir en parler avec son coin dans le deuxième round, il me semble, entre le deuxième et le troisième round. Donc là en fait j'ai toujours ce problème là. Voilà, et on voit que malgré ce problème là, tu as quand même des techniques qui partent et des automatismes qui partent direct avant uppercut arrière, des choses qu'on travaille beaucoup à l'entraînement, que tu travailles beaucoup à l'entraînement. Ça part tout seul en fait. Exactement, ça part tout seul. Là
j'essaie de mettre des fois, enfin, je reste à distance, des fois je reste à mi-distance pour voir un peu comment il réagit. Mais voilà, là je me déplace. Et là je finis avec une droite. Je sais même pas comment j'ai fait pour le toucher sur cette droite. Et là donc je retourne sur mon coin. Mon coach m'installe. Et là il commence à me parler. Et là je lui dis stop Giovanni. Il se passe quelque chose de grave. Là j'ai mal à l'œil, je vois mal. Et là il me dit écoute Yazid, il pose sa main au niveau de mon œil gauche, ensuite de mon œil droit, et il me demande de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on croise les doigts et on se dit voilà, à la fin du round, on se dit que à la fin de la minute de repos, on se dit voilà, continue un peu. On fait un round de plus et on verra comment ça se passe. Et voilà, si ça s'améliore pas, si ça s'atténue pas, on arrête. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en jeu. Si tu arrêtes, tu perds. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. T'es actuellement invaincu et au-delà, il y a quand même des grosses choses qui sont en jeu. Dans la balance, tu as ton invincibilité ou ta santé. Exactement. Et c'est pour ça que c'est une décision très lourde à prendre pour un combat qui était un combat de reprise et que tu étais en train de mener haut la main. Exactement. Voilà. Comme quoi, tu peux gagner un premier round et au deuxième round... Alors que là, on voit que tu reprends la vision. À ce moment-là, ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux. Là, ça commence à s'atténuer progressivement. Et là, on voit que tu commences à le cartoucher. Je commence à être plus en confiance par rapport à mon œil. Et là, là, on voit qu'il n'y a plus que le direct avant qui part. Là, il y a au-delà du direct avant, ça fait direct avant, et bam, une grosse frappe, un crochet avant, un direct arrière. T'as vraiment pris son rythme et tu arrives à trouver justement cette frappe lourde au milieu de ces échanges et dans ces coups. Et ce qui doit être quand même assez frustrant et assez bizarre, c'est que malgré ces frappes lourdes-là, il a l'air de les prendre sans broncher. Oui, mais j'ai l'habitude maintenant. Okay. C'est-à-dire que je sais que... au bout d'un moment, ça va tomber. Au bout d'un moment, ça va tomber. Okay. Donc je sais qu'à partir du 5e, 6e round, en fait, plus on avance dans les rounds et plus j'arrive à le percevoir dans le regard de l'autre. Que ça commence à faire mal. Que ça commence à être compliqué et qu'il commence à se poser des questions. Ok, ouais. Et c'est peut-être ça aussi le truc, c'est que y a beaucoup de boxeurs qui tapent très fort en début de combat et au fur et à mesure que la fatigue s'installe, l'explosivité part et pas avec toi. Exactement. Enfin, en tout cas, moi, je me sens de mieux en mieux. Plus je fais de rounds, mieux je me sens. Et donc, c'est vrai que ça s'est souvent joué à partir du 5e, 6e round, voire 7e round. C'est là où je me sens... Contre Balissaï, c'était le cas d'ailleurs. Exactement, voilà. Et là, on voit, lui, il continue sa boxe à moitié boxe, à moitié crawl, on peut le dire. Et il arrive quand même à te toucher un petit peu. Hein. Oui, en fait, là, je prends du plaisir. En fait, je me mets à mi-distance et j'essaie de rentrer dans son jeu. Même à mi-distance. Un peu de plaisir bagarre, quoi. Voilà. Moi, je voulais dire ça de manière un peu plus technique, mais voilà. Ouais. Non, mais il y a un réel plaisir à boxer aussi à mi-distance. Ouais. Et un boxeur, se doit d'être complet. Et donc, du coup, il y a des phases où je vais travailler à distance de bras et des fois, je vais accepter la mi-distance, doubler du bras avant, bras arrière. Et on voit en tout cas que dans ces phases-là où tu es loin, tu restes sur des enchaînements courts et simples. Exactement. 3, 4 coups, pas plus. Regardez, si je peux revenir juste un tout petit peu en arrière. On va revenir un tout petit peu en arrière. Il y a un mouvement en fait que je regarde souvent que Floyd Mayweather fait. Et à chaque fois, j'essaie de le tenter à mes combats et jamais j'y arrive. Et en fait, vous allez voir, ça va être ce crochet-là. Attendez. Voilà, celui-là, ce crochet-là. Où on déplace, on fait une feinte de direct au corps et on monte avec le crochet du bras avant. Et c'est celui-là qui va me permettre de le mettre, de le faire compter à la fin du 3e round. Je vais exactement faire le même mouvement à la fois de jambes et de bras. On voit en tout cas que ça commence à toucher beaucoup plus. Là où tout à l'heure tu touchais beaucoup sur le direct avant, là on voit qu'il y a là ici, boum. Hop. Et effectivement là on l'a pas forcément vu la feinte, mais à vitesse réelle. Mais la feinte elle y est. Là quand tu le places dans le coin, il y a une feinte au corps et derrière tu viens le chercher. Alors l'angle de caméra est pas forcément le plus lisible pour voir cette feinte là, mais j'étais au bord du ring et on l'a bien vu cette feinte là et ça fait mouche. Ça fait mouche parce que tu l'attrapes dans la mâchoire, il tombe. T'es surpris de le voir se relever ? Non.
Non, j'étais pas surpris puisque c'était mon crochet du bras avant, il est tombé mais c'est vite relevé. Ouais, okay. Donc, en tout cas, là, on voit quelque chose que... je crois qu'il avait qu'un seul... Un seul protège. Un seul combat par KO. Okay. Enfin, une seule défaite par KO. Une seule défaite par KO. Okay. Donc c'était pas un adversaire facile à gagner. Et tu penses que là, justement, comme nous dit Karim, qu'il a fait tomber son protège-dent pour gagner du temps? Exactement, c'est un classique de boxeur. Donc il nous sort ses classiques du short remonté jusqu'aux pectoraux pour pas qu'on le touche dans le ventre. Et le protège-dent qui tombe, c'est de l'expérience. En fait, c'est de l'expérience. Moi, demain, si je me fais compter... Bon, je ne sais pas si j'aurai la présence d'esprit de jeter le protège-dent, mais ça te permet de gagner 10 secondes, 15 secondes, et c'est des secondes qui te permettent de récupérer. Donc, on a Salim qui nous parlait de Nonito Donaire il y a quelques instants. Il y a un des boxeurs, justement, Nonito Donaire, sur son dernier combat, il se fait blesser, et avant de tomber au sol, il fait demi-tour, il court sur le ring et ça lui permet de gagner 3 secondes, 4 secondes et ensuite il met un genou au sol et du coup ça lui permet d'avoir plus de temps de récupération parce que ces 4 secondes là plus les 8 secondes du compte, bah finalement c'est plus que ce qu'il aurait eu à la base. Donc il y a tout un système de triche entre guillemets, enfin c'est pas de la triche mais de jouer presque un petit peu avec les règles pour pouvoir gagner un petit peu de temps et gagner des points. En tout cas le 4e round se relance. Comment tu le sens? Tu l'as touché à la fin du 3e round. Est-ce que là, tu te dis, OK, c'est le dernier pour lui? Non, là, je me dis, prends ton temps. Prends ton temps, tu vas l'avoir, prends ton temps. Et là, voilà, j'essaie de travailler un maximum au corps, au visage, à varier les niveaux de frappe. En fait, il y a deux philosophies dans la boxe, on peut le dire. La première philosophie, c'est de dire, quand j'ai touché un mec, quand j'ai touché un adversaire, je vais essayer de... peut-être pas forcément me jeter sur lui, mais de mettre le pied sur l'accélérateur pour terminer le travail. Et la deuxième philosophie, c'est de dire je continue à mettre en place ce que j'ai fait pour le compter et ça va remarcher une deuxième fois en mettant en place ce qui a permis de le compter, ça va remarcher et je vais réussir à le recompter. Toi, tu étais plutôt là-dessus. Ouais, exactement. Et là, d'ailleurs, par exemple, là, si je peux revenir. Bien sûr. Par exemple, là, j'ai fait une erreur sur cette phase-là que j'avais déjà fait au dernier combat. C'est que donc là, je vois qu'il se met dos aux cordes. Il attend de me contrer en fait. Il attend que moi je m'expose et que j'attaque pour qu'il me contre. Et il m'invite à y aller. Donc là, en fait, je vais faire une accélération. Donc sur plusieurs coups. Et là, en fait, je fais une accélération qui est beaucoup trop longue. Donc c'est ta première accélération aussi longue. Voilà, mais en fait, elle était trop longue. J'aurais dû faire 1, 2, 3, je sors 1, 2, 3. Alors là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah forcément que le mec, il va répondre à un moment donné. Et j'aurais pas dû faire ça. Et on peut revoir cette très belle action de combat. Donc là, on voit l'accélération où tu nous dis qu'effectivement, elle est trop longue. Voilà, effectivement, on voyait depuis le début du combat que tu avais des accélérations courtes, 4, 5 coups max. Là, c'était plus long que ça et tu nous dis que c'est une erreur. C'est une erreur, voilà. C'est une erreur. Et on va pouvoir... en fait, mieux vaut faire 1, 2, 3, je sors 1, 2, 3, que de mettre autant de coups comme ça. Et après, tu te fais contrer, en fait. T'as plus d'énergie à penser à la défense. Et derrière cette accélération-là, il y a un très bel accrochage. Et là, tu décides de venir chercher à le passer de l'autre côté du ring. Comment ça se passe? En fait, regardez, ça faisait plusieurs fois que pendant le combat, il m'a accroché. Et tu t'excuses quand même après. Non, mais regarde, c'est la base. Mais regarde bien ce qui s'est passé. Parce que vous n'avez pas vu, mais là, on va le voir. Ok, on revoit. Donc l'accélération. Ok. Voilà, il m'a un peu touché. Voilà. Là, vous allez voir, quand il va s'accrocher, regardez, il va mettre sa main sur ma bouche. Elle est là. Elle est là. D'accord. C'est lui qui commence en fait. Voilà, c'est lui qui commence. Et après, là tu te rappelles des finales Jeux Olympiques que tu as vues de David Douillet et tu te dis allez hop, je le balance par-dessus les cordes et c'est parti. Okay. En tout cas, c'est une très belle séquence. On pourra proposer aux élèves de la travailler à l'entraînement. Non, mais j'aurais pas dû faire ça. Je m'en suis excusé. Avec le combat, ça reste un combat. Ouais, bien sûr. Et voilà, encore une excuse. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien. En tout cas, c'est vrai qu'il faut. Il faut aussi, à un moment, l'adversaire met en place tous les vices entre guillemets possibles pour te poser des problèmes. C'est lui qui pose les règles. Exactement. Là, si tu veux pas perdre, il faut pas jouer. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc là, je fais un bon contre. Ouais. Et en fait, je commence à me sentir à l'aise. Je mets une série d'enchaînements. Est-ce que pour toi, c'est encore une accélération trop longue ici? Non, parce que je m'arrête à chaque fois. Ok. Et là, tu arrives à le mettre au sol. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, si tu reviens juste un peu avant, si tu reviens juste un peu avant, c'est que juste avant, je mets un gauche-droite, un direct du bras avant et un direct du bras arrière au visage. Ouais. Donc lui, et juste après, je fais un direct du gauche au corps et je remonte avec la droite. Okay. Et donc, tu vois, c'est le fait d'avoir varié les niveaux de frappe et juste avant avoir la regarde. 1, 2, ça rentre pas. Et après, je fais 1 et 2. Et là, ça touche. Ok. Yazid boxait en léger, Salim. Ce combat-là était chez les légers. Et donc, tu arrives à le coucher, à le mettre au sol à ce moment-là. On attend. Le protège-dents retombe. Surpris, cette fois-là, de le voir se relever, ou encore une fois, tu te dis non Franchement, de la manière dont il est tombé, je me suis dit qu'il n'allait pas se relever. Ah ouais. Et, donc, je me suis dit, tu l'as quand même bien touché. Tu l'as bien touché à ce moment-là. Là où tout à l'heure c'était un crochet pas forcément très armé. Là, la droite est quand même bien passée au visage. Au niveau du menton, ouais. Ok. Encore le protège-dents, nous dit Karim, effectivement. Et donc on relance. Là, tu as quand même une volonté de dire ok, c'est terminé. Ouais, exactement. Là, on voit dans mon attitude que j'ai envie d'aller à la douche. Exactement. il y avait des excellents plateaux repas à Levallois à ce moment-là et on était impatients d'aller les chercher. Et finalement, encore actif l'adversaire, encore dangereux. Ouais, carrément. Encore dangereux. Et on termine donc le 4e round avec cette belle accélération de ta part à laquelle il a su répondre. Ouais, il a su répondre et tout ça, il faut rester toujours vigilant parce que quand on est boxeur pro, à tout moment, on est entraîné à vivre des moments où on est moins, on n'est pas dans les bonnes situations, mais on a toujours de la ressource pour pouvoir. Et rien n'est plus dangereux qu'un boxeur qui est blessé et sur lequel on se jette en n'étant pas forcément attentif. Il y a les automatismes qui sont là, même si le boxeur n'est pas forcément conscient. Son corps est encore conscient, et les automatismes peuvent faire partir un coup qui peut te faire mal et te blesser. Exactement. En tout cas, on arrive maintenant dans le 5e round. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude avec Yazid? 5e round, pas plus. Non, vraiment c'était un... Non, j'étais vraiment en forme dans cette catégorie-là, j'avais envie de... Ouais, c'est ce dont nous parlait Vanessa tout à l'heure, finalement, ce changement de catégorie-là, ça t'a pas forcément fait du mal. Non, franchement, ça m'a fait du bien, je sentais que j'étais très affûté. Plus affûté, plus léger aussi. Ouais, et je me sentais plus impactant. Ouais. Et là, j'entame le 5e round avec... sans une accélération directement. Voilà, exactement, avec ce travail de bras avant où je varie entre le visage et le corps. Voilà, on voit qu'il se jette comme ça à plusieurs reprises et heureusement que j'étais préparé, mes jambes m'ont permis de ne pas me faire toucher. Voilà, encore une fois, j'insiste au corps parce que ça fait 2 fois que je le touche au visage et qu'il ne tombe pas. Et donc je me dis que peut-être la solution, elle va se trouver au corps en fait. Donc, et donc tu vas le chercher dans sa ceinture. Il n'y a pas le choix. Exactement. Ok. Et on voit qu'il est toujours agressif, toujours avec l'envie de venir te chercher, l'envie d'avancer. Ça ne change pas. Et tu viens chercher le direct avant, que tu viens chercher au corps. Est-ce qu'à ce moment-là, tu cherches le corps avec l'envie de lui faire mal au corps, ou est-ce que c'est je cherche le corps pour venir chercher le visage derrière? Honnêtement, non, je cherchais l'inverse. C'était plutôt le visage pour aller après chercher le corps. Ok. Je cherchais le visage pour... Donc tu voulais lui faire monter les mains. Voilà, comme là je suis en train de le faire avec l'accélération. Et bam, tu viens le chercher au corps. Pour chercher au corps. Okay. Et là, honnêtement, j'avais envie de finir là. Ouais, okay. J'avais envie de finir le. C'est bon. Là, j'avais vraiment envie de. Voilà, là, je fais une belle esquive. Je travaille au foie. Comment tu viens chercher le corps? Est-ce que tu te dis, je travaille, c'est moi qui travaille au corps, ou est-ce que tu te dis, je vais le laisser travailler un petit peu et je vais passer sur le côté, esquiver et venir riposter avec des crochets? Ça dépend de l'action. Par exemple, juste avant, il y avait une droite et là, j'avais fait une esquive latérale pour travailler au foie et je m'étais dit, à la prochaine droite, je fais l'esquive. Okay. Et c'est passé. Et là, j'accélère beaucoup au visage, je mets beaucoup d'intensité au visage. Et là, tu viens chercher au corps. Et là, on est tombé. On ne le voit pas bien, mais vraiment, c'était à la fois... Enfin, en tout cas, moi, j'ai senti que c'était bien impactant. Hop. On a peut-être loupé juste le crochet en question.
On va revenir un tout petit peu en arrière. Il y a un crochet au corps qui passe et qui va vraiment faire mal. Alors, je ne sais pas si on l'entend sur le direct, mais en tout cas, dans la salle, on l'a vraiment bien entendu, le coup au corps. Là, j'insiste beaucoup au visage. Et là, le crochet du bras avant que tu mets à l'intérieur des gants cette fois, et qui à l'intérieur des coudes. Exactement. Et qui va vraiment lui faire mal, et qui va l'envoyer au tapis. Tu le savais que la solution allait arriver par là ? Non, elle s'est construite en fait. Okay. Elle s'est construite au fur et à mesure des rounds. Ouais, mais où tu as vu que finalement il tombait pas et que peut-être que le visage ça marcherait pas. À chaque fois que je tape au visage, les boxeurs, je touche le visage, les boxeurs ils arrivent à se relever. Ouais. Et à chaque fois que j'ai touché au foie, ils n'ont pas réussi à se lever. Donc du coup, je m'étais concentré en tout cas sur ce 5e round. Sur ce 5e round, là-dessus, on s'était donné ça comme objectif. Voilà, exactement. Et de venir chercher. En tout cas, ce qui est très intéressant sur ce combat-là, alors qu'on voit Giovanni qui est en train de te retirer les gants, c'est que tu t'as fait tomber 3 fois ton adversaire. Sur ces 3 fois-là, c'est quelque chose qui est construit. Sur le premier, c'est une feinte de direct avant et t'envoies derrière le crochet. Sur le deuxième, c'est une phase pendant laquelle tu travailles sur direct avant, direct arrière au visage, puis tu feintes au corps avant de remonter au visage avec le direct arrière. Et sur le troisième, c'est tout un travail de construction pour venir le travailler au corps. Tout ce travail-là, un KO, ça n'arrive pas tout seul. Ça tombe pas du ciel. C'est toi qui l'as construit, c'est toi qui allais le chercher. Il y a une stratégie derrière et une réflexion derrière. C'est une réflexion qui est due à la préparation que j'ai faite. En fait, on a préparé des spéciales. En termes de c'est quoi ta spéciale à toi ? T'as une spéciale, t'as un truc où tu te dis c'est mon truc. Je l'essaye toujours 2-3 fois par combat. Ouais, moi ce que j'aime bien c'est d'avoir un travail intense avec le bras avant sur les différents niveaux, pour ensuite en fait remonter avec la droite au visage. Okay. D'accord, ça j'aime bien, varier beaucoup avec le bras avant et insister un peu au corps pour ensuite faire une feinte au corps pour remonter avec la droite au visage. Le deuxième knockdown. Exactement, le deuxième. Ouais. Et ensuite, ça fait un moment que je travaille, mais j'avais jamais réussi à le placer. Et j'étais super content. Le crochet au visage. La fin de direct au corps et je remonte avec le crochet. Ouais. Donc, comme quoi, quand on varie les niveaux de frappe, c'est ce qui permet vraiment de pouvoir atteindre sa cible beaucoup plus facilement que si on travaille que sur le même niveau. Et finalement aussi, ce qui est très intéressant aussi, c'est que alors que le combat vient de se terminer, on va repasser en configuration spéciale, plein écran. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous ces knockdowns-là arrivent de manière différente. Une fois, c'est une vraie feinte, derrière tu viens chercher le crochet, la fois suivante, c'est un travail avec un premier enchaînement et ensuite tu feintes cet enchaînement-là pour relancer en étant beaucoup plus à distance alors que sur le premier tu étais beaucoup plus à mi-distance. Et ensuite c'est dans l'échange, à l'intérieur d'un échange de ton adversaire où tu vas essayer de le contrer. Donc tu as tout un arsenal sous ta botte, dans ta poche qui te permet de sortir un petit peu des armes différentes et de piocher dans ces armes-là au fur et à mesure du combat. C'est dû en fait à la lucidité en fait que j'avais ce jour-là. Même si c'était des conditions exceptionnelles parce qu'on était à huis clos. C'était la première fois que je faisais un combat à huis clos. Enfin, mes premiers combats à huis clos, je crois que c'était à Japy quand je faisais de la boxe française. mais ouais, c'était un combat où il fallait pas en fait. Alors déjà, on a posé des questions tout à l'heure concernant l'adversaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un combat en fait. De reprise, ça faisait 1 an que j'avais pas boxé et l'idée en fait c'était de pas reprendre par un combat très important, sachant que c'était la première fois que je boxais dans cette catégorie. Donc il y avait plusieurs objectifs à travers ce combat-là. Déjà retrouver les sensations du ring, remettre en place quelque chose de différent avec le coach, que je respecte la consigne, voir comment mon corps réagit dans cette catégorie. Est-ce que finalement je me sens prêt ou pas? Parce que tu changes pas de catégorie pour directement faire une ceinture, un combat avec une grosse échéance. Donc Mehdi a calibré en fait le boxeur en fonction de plusieurs paramètres. Et du coup c'était en fait honnêtement j'ai vraiment bien entraîné, mais je savais que ça allait pas être non plus une foudre de guerre que j'allais rencontrer. Okay. Je devais rester concentré parce que la preuve c'est qu'au deuxième round il te touche et il te fait mal. Il me touche, il me fait mal et il a 2 doigts de te blesser et a 2 doigts d'abandonner en fait. Exactement.
Donc, vous voyez comme quoi il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui ont sous-estimé des adversaires qui venaient de l'étranger et qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont perdu. Bien sûr, on va prendre l'exemple de Joshua et de Ruiz, mais c'est un peu ça, pas dans les mêmes circonstances bien sûr, mais je pense un peu ça. Et pas la même catégorie de poids aussi. Pas la même catégorie de poids, tout à fait. Pas le même régime alimentaire. Pas du tout le même régime alimentaire. Donc non, c'était un combat de reprise plutôt satisfaisant, dans le sens où j'ai réussi à faire ce que j'avais envie, ce que je voulais faire en fait, c'est-à-dire que j'avais envie de poser ma boxe, prendre du plaisir, faire ces mouvements de tester des choses. Tester des choses, mais aussi vraiment appliquer des choses assez simples en fait. Le déplacement des jambes. Le travail de bras avant en début de combat. Le travail de bras avant au début de combat. De ne pas jeter. Et j'ai quand même fait 2-3 fois où je me suis jeté quand même. Où je donnais un peu trop de coups. Mais je l'ai un peu moins fait que d'habitude. Donc ça, c'était positif. Donc en fait, là par exemple, si je serais amené à faire un combat là, dans les mois qui suivent, je serais beaucoup plus serein. Et parce que tu as retrouvé ces sensations-là, voilà, bien sûr. Exactement. Et ça correspond un peu à la question de Younes qui te demande, l'idée c'est de rester en léger. L'idée c'est de rester en léger, Younes, tout à fait. De rester en léger et tu te sens bien dans cette catégorie-là et donc de venir chercher à aller le plus loin possible, comme tu es allé chercher le plus loin possible en super léger, de venir chercher des nouveaux sommets dans cette catégorie-là des poids légers. Exactement. Ce sera... Aïcha, est-ce que j'ai pris du plaisir ? Est-ce que tu as pris du plaisir ? Bah oui, j'ai pris du plaisir. Franchement, c'est vraiment spécial de pouvoir monter sur le ring. Bon, même s'il n'y avait pas mes supporters, il n'y avait pas... il n'y avait pas Aïcha notamment. Il n'y avait pas Aïcha, il n'y avait pas les supporters habituels. Et donc, du coup, c'était spécial. Il y avait un piège dans ce genre de combat où il n'y a pas le public. Tu as l'impression que tu fais un sparring. Et que les arbitres, il y a 3 personnes dans le public, c'est les personnes du staff. Enfin, c'est un peu piégeux comme contexte. Est-ce que ça t'a fait plaisir ? Johnny nous demande, est-ce que tu as apprécié quand même ce combat-là ? Est-ce que tu rentres chez toi en disant « Ah, je suis content ». Ouais, quand même. Franchement, j'étais content. Ça faisait plus d'1 an que je voulais boxer. J'étais content de... Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui a rendu quand même l'événement officiel, c'est que c'était télévisé en direct sur RMC Sport. Donc il y avait quand même un format officiel où il y avait des caméras dans les vestiaires, il y avait des caméras sur le ring, etc. Donc il y avait quand même... C'était quand même assez officiel et ça a amené quand même quelque chose qui mettait un peu la pression. Et non, honnêtement, j'ai pris du plaisir et ça s'est vu dès mon entrée, j'avais un gros sourire. Et d'ailleurs, mon manager, après le combat, m'a dit « Mais quand j'ai vu ton sourire, Yazid, j'avais envie de te défoncer. J'avais l'impression que t'étais là, t'allais faire un sketch, t'étais un humoriste. » Je lui dis « Mais non, mais j'étais content d'être là, donc j'ai souri. » Donc, il m'a dit ça après. Non, je suis content parce que... bon, je sais pas si c'est dû aussi à la préparation physique que j'ai pu faire, mais j'ai senti que j'étais plus impactant sur mes coups. J'ai réussi. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de coups. Donc double satisfaction. Une satisfaction parce que j'ai réussi à atteindre cette catégorie de poids. Et c'était pas du tout simple, parce que ça se gère. Le poids, c'est pas du tout évident. Et aussi, de par la performance, d'avoir gagné ce combat-là. Et vraiment... Le fait de perdre, si j'avais perdu ce combat-là, ça aurait été vraiment une contre. Bien sûr. C'est le Real contre Valenciennes. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. En fait, tu peux pas avoir des ambitions de faire un championnat du monde si tu perds contre un adversaire comme ça. Ouais, bien sûr. C'est pas normal. Bien sûr. Sans prendre la grosse tête. Sans prendre la grosse tête, tu peux pas être à la hauteur de ses ambitions. Voilà, exactement. C'est vrai que si à un moment donné, tu veux faire un championnat du monde et devenir champion du monde, il faut que ce genre d'adversaire-là... Si par exemple j'avais fait mes 8 rounds avec lui, j'aurais pas été content. Ok. Ça aurait été une contre-performance. Et pour aller un petit peu dans la suite de la question de Younes qui nous demandait est-ce que tu comptes rester en super léger, ou elle te demande c'est quoi la prochaine étape. Prochaine étape. On est dans l'attente. Normalement, je devais boxer le 5 décembre pour faire un championnat d'Europe.
dans les légers, dans la catégorie des légers. Malheureusement, ça va pas avoir lieu parce que le boxeur en question vient de Naples et les conditions là-bas sanitaires sont compliquées. Le boxeur n'a pas pu s'entraîner correctement et même les aéroports sont pas vraiment fonctionnels pour le moment. Donc du coup, on a décalé ce combat-là, je l'espère, au mois de mars. Du coup, pour le moment, voilà, on a ça comme objectif, mais surtout, on se tient prêt, avec toute l'équipe des coachs. Depuis le début du confinement, on a fait un programme d'entraînement et par exemple là, aujourd'hui, le programme d'entraînement c'était sparring, donc il y avait tous les coachs qui étaient là, Adi, Jeff, Laurent, Imad et quelques invités qui sont venus et on a fait du sparring le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est 2 entraînements par jour et voilà, on continue à se préparer, on prend du plaisir et voilà. Super. Et une dernière question avant de laisser tout le monde. Comment ça va la santé et on sait que déjà le sport professionnel est quelque chose qui tape la santé. S'entraîner aussi dur, ça tape la santé, ça tape les articulations, ça tape les muscles, etc. etc. En plus de ça, quand c'est pour se taper dessus et qu'il y a des gros impacts, ça blesse encore plus. Comment toi, tu te sens là dans ton corps ? Est-ce qu'il y a encore des petits problèmes ? Ton problème à l'œil, comment ça va ? D'autres petits trucs comme ça, comment ça se passe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que assez régulièrement, on fait des examens. Ouais. Donc, on va chez le cardiologue, on fait un IRM cérébral, on va voir l'ophtalmo. On va voir l'ophtalmo. Je suis un gesson en fait. Ah d'accord, autant pour moi. Donc on fait tout ça en fait. Donc on a un réel suivi médical qui nous permet de savoir concrètement comment on va et si on est apte à pouvoir boxer. Donc moi tout va bien. Je croise les doigts et voilà, j'espère que ça va continuer. Mais tout va bien. On touche du bois même si la table n'est pas en bois. Exactement. Et du coup j'ai juste un problème au niveau du métacarpe. Du métacarpe droit qui a un peu gonflé. Ça fait plusieurs combats que mon métacarpe droit, j'ai une faiblesse dans le métacarpe droit, et donc on est en train d'ajuster ça avec des bandes spécifiques. Et j'ai un problème au niveau du poignet gauche, mais qui, je l'espère, avec le temps, va s'améliorer. Mais globalement, on va dire que j'ai eu une carrière où j'ai pas pris beaucoup de coups, où je pense ne jamais été trop dans l'excès. Tu étais resté un peu beau gosse, quoi. Ah, beau gosse, non. Non, beau gosse, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, j'ai réussi à vraiment pas trop mal. Ouais, voilà, exactement. Okay. On s'en sort pas trop mal. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yazid pour ce live. Pour tous ceux qui l'ont suivi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire si ça vous a plu, à nous dire si vous êtes intéressé par refaire des lives comme ça. Ce qu'on va peut-être essayer de faire incessamment sous peu, si ça vous intéresse, c'est au lieu de diffuser un combat d'Yazid et de le commenter, c'est de diffuser un autre combat, un combat célèbre, un combat de grands champions et de discuter de tout ça ensemble, avec vos questions, avec vos commentaires et avec les analyses de Yazid, peut-être même de Mehdi s'il est là. Plus on est de fous, plus on rit, et de pouvoir discuter de tout ça. En tout cas, merci à tous. Yazid, en dernier mot. 2-3 questions. Ouais, bien sûr. Alors concernant mon œil, ça va mieux. Je suis parti voir donc l'ophtalmo, donc ça va, c'était pas trop grave. C'est juste un nerf qui a été touché, mais sinon tout va bien. Et au niveau du poignet, il faut que je reste vigilant et trouver des solutions par rapport à ça. Mais par exemple là sur ce combat-là, sur mon poignet gauche, j'aurais pu faire une infiltration. Pour éviter d'avoir une douleur lors du combat. Mais comme ça allait plus ou moins bien et qu'on ne peut pas faire des infiltrations tout le temps, du coup j'ai pris le risque en fait, de monter sur le ring en ayant un peu mal au poignet, mais en me disant que voilà, ça allait... Il faut serrer les dents. Voilà, qu'il fallait serrer les dents, exactement. Super.
Donc voilà, merci à vous tous d'avoir suivi. Merci Muriel, merci Céline, merci Romain, Audrey, Charlotte. Ça fait super plaisir en tout cas de tous vous voir là. Merci à tous ceux qui suivent cette chaîne Twitch. On va essayer de revenir, comme je vous le disais, très rapidement. Pour tous les élèves du Hallboxing et ceux qui suivent Overend sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, etc. On va rapidement vous balancer des news, vous inquiétez pas. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres nouvelles qui arrivent. On est en train d'arriver dans le meilleur mois de l'année, le mois de l'esprit de Noël et du bonheur et des chocolats. donc on va pouvoir bien kiffer tout ça avec vous et on espère qu'on va pouvoir rapidement vous apporter des bonnes nouvelles. Recevoir des chocolats. Recevoir des chocolats et peut-être recevoir des invités sur les prochains lives et pouvoir faire des lives avec une boîte de Ferrero devant nous, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Igor, merci à tous. Et on se revoit très vite. À la prochaine tout le monde. À la prochaine tout le monde. Salut. Ciao. Bonne soirée tout le monde.